C'est bientôt Noël et avouons-le, à peine les cadeaux de nos chères têtes blondes déballés, on adore jouer. Petits ou grands, cela ne nous quitte jamais vraiment. Nous sommes ici au casino de Plombières-les-Bains dans les Vosges. Le casino, l'antre du jeu qui peut rapporter gros. Mais ça n'est plus le seul endroit où le jeu est roi. L'auto Escape Game Bar, c'est aujourd'hui un vrai business. Un business qui peut coûter cher aussi parfois. Alors, à quoi tu joues ? C'est la nouvelle question d'Enquête de région. Au sommaire, la folie des lotos. En Alsace notamment, depuis les années 2000, les associations les organisent pour financer leurs activités. Des jeux très réglementés, mais beaucoup l'ignorent. On ne m'avait pas dit que construire une salle pour faire des lotos était interdit. Non. Ils font fureur eux aussi. Jeux vidéo, réalité virtuelle, quelles conséquences pour la santé? Pas toujours mauvaises, nous le verrons. En chacun de nous, une âme d'enfant. Rencontre avec des joueurs passionnés de jeux de plateau à Reims. Vous découvrirez les escape games ou comment vivre l'aventure sans s'éloigner de la maison. On galère un petit peu dans la nouvelle pièce, on a plein de chiffres de partout, plein de couleurs, mais on ne sait pas trop où on doit aller, ce qu'on doit faire, donc bon, on va voir si on demande de l'aide ou pas. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Ophélie. Merci de nous accueillir dans votre casino de Plombières-les-Bains. Un casino dans un endroit quand même assez atypique. Tout à fait, vous êtes ici dans l'ancienne gare de Plombières qui a été en fonction jusqu'en 1980 et que Napoléon III a fait construire exprès pour venir en villégiature à Plombières parce qu'il aimait venir s'y reposer et également visiter la ville bon nombre de fois. Donc il a fait une gare exprès pour lui. Et si je vous dis code de la sécurité intérieure? Oh là là, notre Bible à tous. Une Bible sur laquelle votre activité repose. Et un article nous intéresse tout particulièrement, c'est l'article 322.1. Les loteries de toute espèce, dit-il, sont prohibées. Il y a quelques dérogations malgré tout. Les associations font partie des rares à pouvoir organiser loto ou bingo. Leurs finances en dépendent. Nous avons enquêté en Alsace, là où la pratique est très répandue. Mais vous allez le voir, pas toujours dans les clous. Allez, rien ne va plus. C'est une tradition populaire qui se joue toutes les semaines. Un petit monde avec ses joueurs, ses organisateurs, ses animateurs. D'importantes sommes d'argent, une concurrence féroce, de la délation, des procès retentissants. Le loto, ça peut rapporter et ça peut coûter gros. 90. 78. Cette petite musique en berce beaucoup chaque week-end. 55. Le bruit des boules, l'annonce des numéros. 59. Concentration et silence, brisés soudainement par un cri de victoire. 38. On a crié. Ce soir-là, dans ce gymnase, ils sont 300 à participer au loto organisé par le club de gym de Bartenheim, avec un point commun, l'espoir de voir se remplir les lignes de leur carton. On fait partie du club, on vient aider le club et en même temps on s'amuse un peu avec les enfants, histoire de passer un petit peu de bon temps avec la famille. Pour le plaisir, pour jouer un petit peu, pour gagner. C'est l'adrénaline d'attendre le numéro qui sort, c'est le suspense, hein. Et l'espoir de gagner quelque chose, de gagner le gros lot. 61. Au micro, un dirigeant du club. 53. C'est lui qui anime la soirée et qui va attribuer la cinquantaine de lots, des paniers garnis, des bons d'achat. Au fond de la salle, le président qui s'ennuie un peu. Le loto va durer plus de 4 heures, longue soirée. Mais le jeu en vaut la chandelle. 53. Pour l'instant, on en a organisé 2 des lotos par an. On va sûrement passer à 3, tout simplement parce que ça rapporte beaucoup de sous pour une organisation qui est relativement simple. 2 lotos, ça représente à peu près 8 à 10% de notre budget sur l'année, donc c'est quand même pas négligeable. Location de la salle, 500 €.
Achat des lots, 2 500 €. Le reste, c'est du bénévolat. Résultat, ce soir-là, près de 4 000 € de bénéfices nets pour le club. Depuis une vingtaine d'années, le filon est exploité par de très nombreuses associations. Elles savent qu'elles n'auront aucun mal à attirer du monde, notamment grâce aux habitués. À la maison, on ne sait pas quoi faire, alors on vient au loto. 3, 4 fois par semaine. Pas seulement une fois, 3 ou 4 fois par semaine. C'est vrai? Des accros du loto. Oui, ils sont un petit peu dingue, mais ça fait rien. Alors, le petit tapis antidérapant, mes 3 cartons, la boîte avec les jetons aimantés. Antoinette Alanic fait partie de ces mordus du loto. Le petit bâton, là, c'est aimanté. Elle en maîtrise tous les codes. On a nos 3 petites vaches, c'est pour le 55, la Meuse. Et la petite clochette pour le 69. Voilà. C'est-à-dire? Ah ben, le 69, cherchez, hein. 17 ans d'expérience. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai gagné. Et visiblement, une certaine veine. Alors ici, on a la gazinière, le sèche-linge, la machine à laver et derrière vous, le frigo. Et aussi 2 téléviseurs, 2 ordinateurs, 3 planchas, 4 machines à raclette, 3 vélos, des dizaines d'appareils ménagers et de bons d'achat. Bah, je suis un peu chanceuse, c'est vrai. En une soirée, entre parenthèses, j'ai gagné 5 fois. J'ai gagné la grande télé, une friteuse, un vélo, un appareil photo et le gros lot, le scooter. La même soirée? La même soirée. De quoi se prendre au jeu. Et les occasions ne manquent pas. Ah, plus fort que ça. Chaque week-end, des lotos sont organisés. Un univers avec ses habitués et ses vedettes. Son nom est Bond, James Bond. Jean-Marie Bond dans la vraie vie, 70 ans, toujours accompagné de Casimir à la technique. Animateur incontournable, une star et ses nombreux fans. Eh, ça va bien dans la salle. C'est notre idole. On aime bien le bingo de James et aussi l'ambiance, la musique de Casimir. On le suit, on est souvent à ces bingos, pratiquement toujours. C'est un homme formidable, bon, il est sincère, il est franc, voilà. Il vous porte chance? Ah oui, on a toujours chance. Hein, nous, on a gagné 3 voitures, ça va. Hein, en 9 mois, on avait gagné 3 voitures. Ça, c'est mon chéri, ouais. On se connaît depuis longtemps. Hein. Un véritable porte-bonheur pour les associations qui le sollicitent aussi, semble-t-il. Elles sont prêtes à débourser 480 € pour le cachet des artistes. C'est l'assurance de remplir la salle. Il nous ramène beaucoup de gens. Il est bien connu dans ce domaine. Hein. Au début, nous, on était partis, le comité, pour voir comment ça se passe, les lotos. Et c'est vrai, c'est James qui était vraiment celui-là qui pouvait le faire. Hein. En ramenant du monde? En ramenant du monde, oui. Du public et un service clé en main. C'est votre décor? C'est à nous. On en a 3 comme ça. 3 sortes. On a un camion que pour ça. C'est mon collègue, là, mon sonorisateur, Casimir, qui fait tout ça. Qui dirige, quoi. Moi je lui aide. Moi, je suis seulement le guignol qui s'amuse un peu avec les gens. Modeste et pourtant sollicité comme une rockstar en tournée. Je peux vous montrer. Ça, c'est le brouillon. Ça, c'est jusqu'en février. Voilà, et regardez, là, c'est 3 par semaine. Ça, c'était jusqu'en octobre. Alors, je donne au club, aux fans, aux clients. Alors, ils ont le numéro de réservation de la ville. Hein, vous voyez. Et qu'est-ce qui plaît au président? C'est votre réputation? C'est le fait que vous organisez tout? Enfin, j'organise. Moi, je fais que l'animation. Attention, il ne faut pas mélanger les affaires parce qu'il y en a qui font tout, à mon avis. Clin d'œil embarrassé, l'animateur sait que le loto est un jeu dangereux.
En France, toute loterie est par principe interdite. C'est une loi de 1836 qui le dit. Mais pour maintenir le tissu associatif, le législateur a prévu des exceptions. Un loto traditionnel peut être organisé par une association dans un but non lucratif, pas plus de 3 fois par an, avec une mise maximale de 20 € par participant et dans un cercle restreint. En clair, sans être ouvert au public, uniquement avec des membres ou des sympathisants de l'association. Une réglementation un peu subtile, souvent ignorée. Pour les associations, il y a très probablement une méconnaissance. C'est d'ailleurs la raison qui les pousse à confier l'organisation du loto à des prestataires de services. Il ne faut pas avoir un objectif mercantile. Le but est d'apporter quelques deniers à l'association, mais de ne pas créer une activité économique à part entière. Avec le temps, on s'est rendu compte que se sont installées sur la place des personnes qui ont un véritable objectif mercantile derrière. Il y a une activité commerciale sans aucun doute. Depuis 4 ans, les services de l'État font la chasse à ces comportements, souvent après le coup de téléphone d'un concurrent envieux. Joëlle Muller est actuellement mise en examen avec interdiction de quitter le territoire dans l'attente de son procès. Elle avait fait de l'organisation de l'auto un business avec une salle dédiée. 6 ans d'activité, jusqu'à une visite des douanes en 2015 et 48 heures de garde à vue. Pour moi, c'était une passion, c'est quelque chose que j'aimais faire. J'y passais mes week-ends. Je n'ai toujours pas l'impression d'avoir commis un crime, en ayant été déclaré, en payant des impôts, en payant les taxes. De l'incompréhension et des difficultés à décrocher. Aujourd'hui, Joëlle Muller est gérante de cette salle, louée régulièrement pour des lotos. D'ailleurs, ce soir-là, une association mulhousienne s'apprête à débuter ici un week-end de loterie, avec une appréciation visiblement assez libre des règles à respecter. Ça, c'est 36 €, oui. Un participant peut acheter 36 € de grille? Oui. Ah, il y en a qui le font. Hein. On a des clients. Parce que c'est pas limité. Qui jouent avec... Non, c'est pas limité. Ils achètent ce qu'ils veulent. Hein. C'est selon leur porte-monnaie. On ne m'avait pas dit que construire une salle pour faire des lotos était interdit. Non. Et là, on n'est pas dans une maison de jeux de hasard, finalement? Non, il n'y a pas du jeu de hasard. Il y a des lotos que moi, j'appelle pas ça un jeu de hasard. J'appelle ça une distraction. Jeu de hasard, c'est un terme de casino. Alex Civalero est l'avocat de Joëlle Muller. On n'est pas du tout dans un secteur dans lequel nous avons affaire à des mafieux ou à des personnes, des délinquants de haut vol. Pas du tout. Ce sont des gens, si je peux me permettre, entre guillemets, du terroir. Ces personnes-là, elles n'ont pas l'impression d'avoir commis une illégalité. Elles ont du mal à appréhender cette interdiction. Elles pensent avoir fait tout ce qu'il fallait. Alors qu'en fait, la réglementation, même sur les exceptions, est tellement complexe que rares sont celles qui le respectent à 100%. Philippe Sibert a été l'un des premiers à se faire épingler en 2013. Et voilà, donc tous les vestiges des lotos. Après une dizaine d'années d'animation de loto. C'était une époque qui est révolue maintenant, et puis voilà, donc maintenant on supporte les problèmes qu'il y a grâce à ça, quoi. 2 procès, 700 lotos jugés illégaux et une condamnation quasi record à 2,7 millions d'euros de redressement fiscal. De l'argent que les douanes ne percevront sans doute jamais. Aujourd'hui, Philippe Sibert vit seul, en location, avec un peu plus de 1 000 € par mois. C'est sûr que ça a brisé mon existence. Ça a même brisé ma vie, ça a brisé une partie de ma famille également. Il y a toujours le même sentiment d'injustice, parce que je ne comprends toujours pas ce qu'on me reproche à l'heure actuelle. Et quand je vois un peu toutes les affaires qu'il y a identiques à la mienne, dans la France, il y a plusieurs personnes qui sont relaxées, où on ne les poursuit pas, et puis moi j'ai pris le maximum. Chaque année, des dizaines de milliers de lotos sont organisés partout en France. Combien respectent scrupuleusement la loi? Y a-t-il une certaine tolérance de la part des forces de l'ordre? Ces événements populaires contribuent à l'animation locale. Ils font partie de la tradition et sont essentiels à la vie de beaucoup d'associations. Le 48. Ce soir-là, à Truchtersheim, un loto rassemble plus de 400 participants, organisé par l'amicale de la police de Strasbourg, dans les règles de l'art.
En cas d'illégalité, les contrevenants risquent 3 ans de prison, 90 000 € d'amende, auxquels s'ajoute un redressement fiscal, d'où les sommes exorbitantes évoquées dans le reportage. Dernière précision, sachez que les douanes ont refusé de répondre à nos questions, malgré nos nombreuses sollicitations. C'est l'un des acteurs principaux de ces dossiers. Évidemment, nous le regrettons. Notre découverte du casino de Plombières-les-Bains se poursuit dans cet étonnant wagon. Vous l'ignorez peut-être, mais un casino repose sur 3 piliers fondamentaux. Restauration, animation et jeu de hasard. 3 piliers indissociables et obligatoires, c'est la loi qui l'impose. Sylvie Brabant, je vous retrouve dans ce lieu étonnant, un wagon de l'époque du Second Empire. Ici, on mange, mais pas n'importe quoi. Non, on doit avoir une cuisine inventive parce que le lieu effectivement est très atypique. Donc on apporte énormément d'attention à notre cuisine. Notre chef Younes Essaban est très inventif de ce côté-là pour justement agrémenter ce wagon. Voilà, alors dans les piliers, dans les fondamentaux d'un casino, il y a la restauration et puis l'animation. Depuis quelque temps, vous avez le droit d'organiser des lotos, des bingos. Ça vous apporte quoi en termes de clientèle? Alors, le bingo est un jeu de casino depuis 2 ans. Nous le pratiquons ici à Plombières parce qu'elle nous emmène une clientèle qui n'aurait pas franchi la porte d'un casino. Mais comme un bingo, c'est tout à fait un jeu qui est connu en France et effectivement très répandu. Les gens viennent pour jouer à nos bingos qui sont des bingos réglementés comme les jeux de hasard. 69 000 entrées dans ce casino de Plombières-les-Bains chaque année. Chiffre à la hausse, à la baisse, comment vous vous situez? Alors, actuellement, chiffre à la hausse, donc c'est très bien. On a une politique de communication que nous avons développée avec la mairie de Plombières et cela a porté ses fruits. On dit beaucoup que les casinos sont en crise, que c'est difficile pour eux en ce moment. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous ressentez cette période difficile? Effectivement, l'interdiction de fumer dans nos casinos nous ont fait perdre 20% de notre chiffre d'affaires. Le contrôle aux entrées également, puisque là maintenant, plus aucun interdit de jeu ne peut rentrer dans un casino. Et bien sûr, il faut être majeur, donc il y a un contrôle qui est beaucoup plus strict qu'auparavant. Donc effectivement, ça nous a quand même impacté. Alors on le sent dans l'interview, vous parlez de contrôle, de règlement. Un casino, c'est le poids des contraintes, beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules. Bien sûr, nous avons quand même 2 ministères de tutelle importants. Nous avons le ministère de l'Intérieur, puisque nous sommes régis par la SRPJ de Nancy, actuellement, puisque vous êtes ici dans les Vosges. La police judiciaire. La police judiciaire. Et nous avons un 2e ministère qui est très important, c'est le ministère également de l'économie, du budget, puisqu'on redonne une bonne magne à l'État comme à la commune. Pour les casinos, il a fallu aussi briser une image sulfureuse qui collait un peu à la peau. C'est passé par quoi? Alors par une démocratisation, vous en êtes la preuve, puisque là vous êtes aujourd'hui avec nous et vous avez vu que notre casino vous est entièrement ouvert. Alors une dernière chose que l'on méconnaît, c'est que tous les employés d'un casino sont vraiment strictement contrôlés. Alors pour entrer, pour travailler dans un casino, il faut effectivement avoir un agrément de jeu. Celui-ci passe par une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Intérieur et il faut avoir une autorisation qui porte justement sur le fait de ne pas avoir de casier judiciaire et on fait une enquête de proximité. Il faut avoir ses droits civiques, donc vous voyez que c'est quand même très sérieux. Et très cadré. Merci beaucoup Sylvie Brabant. Merci. À bientôt. Nous laissons la directrice à ses affaires pour enfin entrer dans la fameuse salle de jeu du casino. Bonjour. Contrôle d'identité obligatoire. L'entre du jeu est strictement interdite aux moins de 18 ans, même accompagnés de leurs parents. On s'assure ainsi que vous n'êtes pas inscrit sur la liste des interdits de jeu. Pascal Michel est responsable des machines à sous. Il va nous en dire davantage. Donc Pascal Michel, c'est quoi cette liste des personnes interdites de jeu? Alors cette liste des personnes interdites de jeu, c'est une liste qui est envoyée par le ministère de l'Intérieur tous les premiers du mois, qui est intégrée dans nos fichiers. Ce sont des personnes qui se font interdire soit volontairement,
soit par décision de justice. Quand vous dites volontairement, comment on en vient à se faire soi-même interdire de jeu? Quand un client devient addict, vraiment très addict dans le casino, il joue énormément à une situation financière qui se dégénère, donc il se fait interdire de casino. Alors, en tant que responsable des machines à sous, vous scrutez justement les comportements dans la salle de jeu. Quels sont les signes d'un joueur borderline? Alors, un joueur borderline, on va dire que c'est un client qui joue au casino, pas pour la détente, mais pour gagner à tout prix. Un client qui s'énerve énormément sur les machines à sous, parce qu'il perd d'argent, et lui, il est là pour gagner de l'argent. Et dans ce cas-là, que faites-vous? Alors, ce client, on essaye de parler avec lui, de le conseiller. On l'emmène vers le service Addictel. Le service Addictel, c'est un service que nous proposons pour la prévention contre l'abus de jeu, pour justement qu'il se fasse aider et n'arrive pas à un point de se faire interdire de casino. Et en général, ils sont lucides sur eux-mêmes à ce moment-là, les joueurs? En général, un client qui devient addict, c'est très très dur de parler avec lui, il se renferme sur lui-même. Il est là vraiment pour gagner et pour amener de l'argent chez lui, quoi, en fait. Il y a une sorte d'ambiguïté parce qu'on aurait tendance à penser qu'économiquement, pour un casino, un joueur qui joue beaucoup, c'est rentable. Un joueur qui joue beaucoup n'est pas rentable sur une très courte durée. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client soit là pour de nombreuses années, qu'il vienne se détendre. On n'est pas là non plus pour que le client financièrement se détruise, en fait. Donc, il vaut mieux qu'il dépense un petit peu longtemps que beaucoup tout d'un coup. Voilà, il faut qu'il reste vraiment longtemps sur la durée du casino, en fait. Mais merci beaucoup, Pascal. Je vous en prie. Voilà un joueur en pleine partie. Bonjour. Bonjour. Quelles sensations vous avez quand vous êtes face à une telle machine? Sensation, il y a certes un petit grain d'adrénaline, c'est sûr, quand on voit aligner à la limite les trois symboles qui permettent de gagner un jackpot. Mais bon, je pense que la première chose, c'est un divertissement, c'est une envie de s'amuser avant de gagner, parce qu'on vient pas au casino pour gagner, je crois. Vous avez de l'adrénaline quand même? On va pas dire d'adrénaline, oui et non. On fait plus. C'est pas jusqu'à une excitation non plus, il ne faut pas exagérer. Il y a un petit quelque chose de piquant, parce que on a tous envie de gagner quelque chose. Mais je pense que le gros lot, il tombe quand on ne l'attend pas. Vous l'avez déjà eu, le gros lot? J'ai eu une fois 500 €, je ne joue pas gros. Mais c'est vrai que c'est surprenant sur le coup, parce qu'on joue vraiment pour s'amuser avec des copains de jeu, entre guillemets, des connaissances. Mais c'est plus un amusement, un divertissement. Pas une passion quand même, parce que là, ça devient grave. On tombe dans un excès, il ne faut pas tomber. Et justement, comment fait-on pour rester raisonnable? C'est possible de rester raisonnable? Moi, quand je vais au casino, c'est déjà pour m'amuser. Je viens dans ma tête pour ne pas perdre, et pas pour gagner. Donc, je mesure ce que je mets. Je joue déjà très petit, généralement toujours, ce qui me permet de venir depuis 1 an et demi en m'amusant et en gagnant de temps en temps quand même. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Bon, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci. Ah, mon Dieu! Pour bien vivre, un casino doit s'adapter à l'ère du temps et forcément aux nouvelles technologies. Me voici embarqué dans le Roller Blaster, tout fraîchement installé pour les fêtes de fin d'année. Oh, j'ai horreur de ça. Ah, dégage. Pardon. Décoiffant la réalité virtuelle. Je vécu là vraiment des sensations hors du commun. Et c'est vraiment ça, les jeux vidéo, la réalité virtuelle ont vraiment révolutionné notre façon de jouer. Alors pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ce sont toutes ces sensations qu'on vient de vivre. Ce sont aussi toutes les applications dans le domaine de la médecine. Aujourd'hui, on peut soigner des AVC, l'anorexie avec la réalité virtuelle. Et puis le pire, c'est l'accoutumance aux écrans, et notamment pour les plus petits, on regarde. Un robot programmable pour les 4-7 ans, un autre pour les 7-12 ans, avec en plus de la construction, le coding fait son entrée dans les magasins de jouets. C'est-à-dire la possibilité de donner des instructions à un jouet pour qu'il exécute des ordres, aller tout droit, à gauche, à droite. Ça, c'est la tendance qui se développe actuellement. La grenouille. Alors ça, c'est un charmant petit robot qui s'appelle Boost.
Ça peut paraître compliqué pour des personnes de mon âge qui ne sont pas forcément familiarisées avec ça. Buste se réveille. Mais pour des enfants à partir de 6 ans, 7 ans, c'est une formalité et c'est vraiment un jeu. Si ces jouets nouvelles technologies stimulent la créativité, ce n'est pas toujours le cas. À grand renfort de pub, les écrans se banalisent dans la vie des plus jeunes. Télé, tablettes, smartphones, casques de réalité virtuelle ne sont pas sans danger pour les tout petits. Nous sommes dans le cabinet d'une orthophoniste. Léa travaille avec les très jeunes enfants. On voit de plus en plus d'enfants arriver en orthophonie avec des retards de langage importants, des enfants qui parlent peu, qui papillonnent entre les activités et qui n'arrivent pas à fixer leur attention sur une activité. Ça peut être des enfants aussi qui ne comprennent pas les consignes simples, qui sont parfois trop agités ou au contraire qui ne bougent pas beaucoup. Des enfants qui pleurent beaucoup, qui ne tolèrent pas la frustration. Et c'est vraiment un ensemble de comportements qu'on retrouve de plus en plus chez les petits. Et quand on pose la question aux parents, ce sont des enfants qui sont exposés aux écrans, télévision, tablettes, smartphones, plusieurs heures par jour. Un collectif de pédiatres, orthophonistes et psychologues a créé Cause, un site internet pour aider les parents. On peut y trouver des témoignages. Hugo est sur tablette et smartphone depuis l'âge de 12 mois. Notre fils, Alexandre, 4 ans, présente des troubles du spectre autistique diagnostiqués par le pédopsychiatre de l'hôpital. Le week-end, seul dans sa chambre, il ne mange qu'avec la tablette. Alexandre ne parle pas. Ce sont des effets négatifs qui sont réversibles, c'est-à-dire que le jour où les écrans sont arrêtés totalement, et il vaut mieux les arrêter totalement d'un coup, les enfants s'apaisent, deviennent plus calmes, se remettent à jouer, se remettent à parler avec leurs parents. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, plusieurs semaines. Les enfants vont pleurer, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, ils vont commencer à s'apaiser, se calmer et leur développement peut reprendre normalement. Il y a une règle simple à respecter, pas d'écran avant 3 ans et pas de console de jeu avant 6 ans. Attends, mais c'est qui Peach? Ah, c'est moi, t'es en train de... Laissez-moi vivre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Émilie, Baptiste, Louis-Claude et Florian font partie du club de gaming de l'ENSEM, une école d'ingénieurs. Ils sont tous passionnés de jeux vidéo, gros joueurs, accros, mais pas trop. Ah, ouais, Sur les consoles, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on peut jouer avec nos amis. Alors, comme ici, en fait, j'ai découvert ce bar gaming il y a 1 an, en fait, en intégrant mon école. Et puis, bah voilà, des fois, on se retrouve ici, puis on joue ensemble. C'est convivial, je trouve. J'essaye de faire en sorte d'avoir quand même un équilibre entre mes études, ma vie haute, parce que je fais aussi du sport, etc. Mais il est possible, ça m'arrive des fois de jouer et d'oublier en fait toute notion de temps. Et donc des fois, c'est possible de passer toute une journée entière devant son ordinateur. Mais des fois, c'est possible aussi de ne pas toucher à son ordinateur parce que c'est pas le moment ou j'en ai pas l'envie. C'est des limites qui se fixent toutes seules en fait finalement. Non, je suis pas Émilie, pas encore. J'arrête à un moment où en fait, je fais passer les jeux vidéo avant ce que j'ai à faire. Par exemple, des comptes rendus à rendre pour l'école. Quand je vois que je joue à la place de le faire, je me dis il y a une limite, quoi. Faut que j'arrête. Allez, bisous à vous. Jouer aux jeux vidéo n'est pas réservé aux jeunes, la preuve. Tac, paf. Encore. Encore. Tapez. Voilà, parfait. Oui. Attention. Vas-y, retapez. Allez, Marguerite. Ouais, presque. Presque un tout petit peu tôt. Dans cette maison de retraite, c'est la première fois. C'est encore une fois à vous de servir. Allez-y. Attention, balle de match. Levez et frappez. Le service, j'aime bien le service. Mais alors quand il faut recevoir la balle, je ne sais pas à quel moment qu'il faut taper. Puis alors c'est vrai qu'il faut taper. Parce que si on tape à côté, on a perdu. Il faut que ça tape dans les carrés.
J'avais 85 ans hein, aujourd'hui, alors. Les réflexes ne sont plus les mêmes et il faudrait que j'ai quelques années de moins. L'initiation se fait avec Martin. Sa structure SOS Futur organise avec l'association Un Toit Partagé les Silver Games, des tournois de jeux vidéo réservés aux maisons de retraite. Et on frappe. Ça leur permet de se mouvoir, forcément, parce que là, oui, le principe, c'est justement de ne pas rester sur sa manette. La manette, c'est le corps. Donc, ça oblige à bouger les bras, les poignets, etc. Dans certains EHPAD, c'est même debout. Donc là aussi, ça fait en fait le sport pour les seniors. Donc sans besoin de beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas besoin de sortir, il suffit d'une petite console et du coup, pour eux, ça les dynamise. Puis c'est aussi, ça crée du lien social parce que finalement, là, ça partage. Bon, là, il y avait un jeune, mais dans les autres cas où on avait plusieurs jeunes, il y avait beaucoup de liens qui se faisaient. Ah, j'étais prêt. Presque, presque. Attention, mon chéri. C'est derrière toi. Au Silver Games, Annie pourrait bien faire partie des champions. Prévenir la perte de mobilité par les jeux virtuels, l'idée fait son chemin. La technologie immersive peut permettre d'aller plus loin encore. Je la vois pas. Vous allez reculer un petit peu ? Dans ce centre de réadaptation, on prend en charge des adultes handicapés à handicap d'origine neurologique, AVC ou encore traumatisme crânien. Ce patient doit utiliser ses deux mains pour réaliser une action, sauf que tout est virtuel. À la place de l'autre. Alors il va falloir enlever l'autre. Pour les médecins, c'est une façon de travailler sur l'autonomie, influencer le cerveau en lui faisant croire que les deux bras fonctionnent normalement. Alors le gros intérêt de ces techniques, c'est qu'en fait elles sont sans effet secondaire, elles sont en totale inéquité, elles sont faciles à mettre en œuvre, mais elles restent des techniques qui complètent la rééducation conventionnelle, elles ne se substituent pas aux techniques de rééducation conventionnelle. Allez, on accélère. Chez Human Games, on travaille depuis quelques années déjà au développement d'applications pour le monde de la santé, entre autres. Jouer au dermatologue en immersion avec des cas réels, mais dans un environnement virtuel, c'est la mission du jour. Un outil de formation commandé par un hôpital suisse pour ses étudiants de dernière année. C'est très bien parce que c'est un mélange un petit peu de 3D, d'images réelles. On a avec nous dans notre cabinet de consultation un patient avec des lésions sur le corps. On voit où elles se situent, on essaie de les identifier, de leur donner un nom. On a un score aussi, ce qui fait qu'on peut aussi voir ce que les collègues font. Et c'est plutôt intéressant, le côté challenge. Voilà, on arrive un petit peu à jouer de tout ça pour des métiers qui sont sérieux. Et je pense que c'est le bon outil de demain et je crois qu'il faut vraiment l'utiliser. Ça ne fait pas que des mauvaises choses, bien au contraire. Jouer, explorer les fonds marins, partir à l'aventure, faire face à ses phobies, se former ou se perfectionner. La réalité virtuelle s'invite déjà dans de nombreux domaines. Les accessoires du jeu apportent aujourd'hui une immersion jusqu'alors inégalée. Un simple casque sur la tête et vous changez de planète. Les études sur les conséquences que la réalité virtuelle pourrait avoir sur nos vies commencent à peine. En France, on peut installer les casinos dans les villes de plus de 500 000 habitants, dans les cités touristiques, balnéaires et donc thermales. Une délégation de service public lie l'établissement de jeux de hasard à la commune, une sorte de partenariat, mais est-ce forcément gagnant-gagnant? Pour le savoir, rencontre avec le maire de Plombières. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Donc c'est ici la cité aux 1000 balcons. Effectivement, cité aux 1000 balcons, un héritage du Second Empire. Comme vous pouvez le constater, ce sont un héritage que nous sommes très fiers à Plombières. Nous tenons à le conserver. Vous m'emmenez voir? Je vous amène voir les restants. Allez, on y va. Donc un héritage du Second Empire. Un héritage du Second Empire, tout à fait. Donc avoir un casino dans sa ville, en France, c'est un rare privilège, hein, puisque c'est très encadré. Ça pèse quoi en termes de retombées économiques? En termes de retombées économiques, c'est sûr que le casino de Plombières est très important pour nous, économiquement parlant. Ces retombées, ça représente à peu près 10% de nos budgets principaux. C'est quand même pas rien. Et 40 employés aussi, qui c'est pas négligeable pour la commune de Plombières. Et bien sûr, toutes les retombées qui peuvent y avoir autour, entre les
les visiteurs du casino, les joueurs qui reviennent aussi, dépenser aussi un petit peu d'argent pour Plombières. Ça, c'est important aussi pour nous. Alors, quand on parle depuis plusieurs années de crise du casino, est-ce que ça a un impact pour vous? Est-ce que potentiellement ça vous inquiète? Bien sûr, c'est toujours inquiétant d'avoir cette crise du casino. Le casino, ils sont concurrencés par les jeux en ligne, concurrencés aussi par tous les jeux que l'on peut voir sur n'importe quel support actuellement. Et tout ça, ça nous impacte bien sûr dans les retombées que l'on peut percevoir du casino. Bien sûr, oui, oui. Alors ici à Plombières, on le disait tout à l'heure, la cité aux 1000 balcons, vous avez un patrimoine vraiment important, classé. Et il n'y a pas très longtemps, vous avez organisé une opération ville à vendre, en quelque sorte. Osez Plombières, Osez Joinville, effectivement, c'est une opération qu'on a mise en place avec la mairie de Joinville. Monsieur le maire qui est un bon ami. Et on a mis cette opération en place pour essayer de vendre un peu notre patrimoine. On a un patrimoine Parce qu'il est en danger? Il est certainement en danger, oui, bien sûr. On a des maisons qui commencent à être délaissées. Mais malgré tout, ce n'est pas ce qui nous inquiète le plus. Nous, on voulait faire cette opération-là pour justement... On a des bâtiments communaux qui ont été vendus, on a des bâtiments privés qui ont été vendus aussi, mais c'était pour refaire aussi parler Plombières. Comme quoi, on peut vivre correctement Plombières. Et il n'y a pas très longtemps, la ministre de la Culture a dit vouloir lancer un loto du patrimoine. A priori, associer le patrimoine et le jeu, ça paraît un peu farfelu, mais finalement, on se rend compte ici que pas tellement. Pas tellement, non. Et puis si Madame la ministre de la Culture a ses projets en tête, nous, on est tout à fait favorables dans ce sens, puisque si on peut associer patrimoine et jeu, nous, on a tout à fait à y gagner. On a beaucoup de bâtiments qui méritent justement d'être protégés. Donc, si on peut avoir cette opportunité-là, on est tout à fait gagnant dans ce domaine. Le jeu, les joueurs aident Plombières d'une certaine façon. Absolument, oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. On a besoin d'eux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Mais je vous en prie. Éloignons-nous un instant de Plombières-les-Bains. 30 minutes de voiture plus tard, nous voici à Golbet, toujours dans les Vosges. Nous avons rendez-vous au club de Scrabble local. C'est l'un des jeux les plus répandus au monde. On compte en France 16 000 licenciés, 700 clubs, plus d'une centaine dans le Grand Est, adultes et scolaires confondus. Une technique très particulière du Scrabble. Ça s'appelle le Scrabble duplicate. Ça a été créé dans les années 70 pour éviter toute notion de hasard. Donc tout le monde a les mêmes lettres, le même temps. Et l'ambiance est très studieuse. 30 secondes. C'est assez surprenant de voir cette ambiance très sérieuse. C'est toujours comme ça? Oui, oui, il faut être sérieux pour ne pas rater les coups, pour ne pas rater les places, pour ne pas rater trouver le meilleur mot à mettre à la meilleure place. Donc ça demande quand même un petit peu de concentration. Et qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? Ça fait partie du plaisir du jeu, l'obligation de se concentrer, jouer avec les mots et surtout jouer contre soi-même. On ne joue pas contre quelqu'un, tout le monde a les mêmes lettres. Et donc, c'est vraiment contre soi et avec soi. Donc, il y a vraiment une notion de défi. Il y a vraiment une notion de défi vis-à-vis de soi-même. De défi intellectuel. Voilà, tout à fait. Trouver le meilleur mot à la meilleure place. Alors maintenant, il y a quand même une notion de compétition. Quand on joue, là on est à l'entraînement, mais quand on joue en compétition, il y a toujours quand même la notion d'être quand même à la hauteur de ce qu'on peut faire. Alors, personne ne se vexera, je crois, ici, mais on peut dire que le Scrabble est plutôt un jeu senior actuellement en France. Il y a tout de même quelques exceptions, et Gauthier en est une. Gauthier, tu es champion du monde junior. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Je me suis lancé dedans un peu par hasard. C'est-à-dire que mon père a vu une annonce d'un tournoi dans le journal. Et il m'a proposé, j'étais encore tout jeune, et j'ai eu la folie de dire oui. J'en suis là aujourd'hui. Alors, tu n'as que 17 ans, on peut le dire quand même. Exactement, oui, donc il y a déjà... J'étais en CM1 donc, quand j'ai commencé, donc ça fait 8-9 ans. Alors, on dit que c'est plutôt un jeu de matheux. C'est étonnant, ça. C'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on se dit, il y a des mots, c'est pour les littéraires. Mais je pense que trouver la place la plus lucrative durant la partie, c'est plutôt quelque chose de matheux, parce qu'il faut compter très vite à la fois et repérer vraiment, peut-être un peu géométriquement sur la grille, quelle est la meilleure place. Puis également, pour la mémorisation d'un mot, je pense
On peut se représenter ça un peu comme une suite de lettres, et ça se rapprocherait un peu plus d'un esprit mathématique. Et je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'arrêterai pas le Scrabble parce que ça m'a fait vivre de très belles choses, comme au championnat du monde justement, et c'est vraiment génial. Eh bien, bonne partie à toi. Le Scrabble, le Monopoly n'ont vraiment plus leur preuve à faire, mais le monde du jeu de société est un monde très concurrentiel. En France, en 2016, 1200 nouveaux jeux ont fait leur apparition. Il y a, il faut dire, un vrai marché. Les 25-35 ans, notamment, sont de grands joueurs et la tendance est au jeu immersif. Nous avons rencontré quelques mordus à Reims. Début de la partie. Un fantôme hante un manoir. Une équipe de médiums entre en communication avec lui pour découvrir les circonstances de sa mort. Yannick est l'un d'entre eux. Ça pourrait être le facteur. Fantôme, est-ce que je suis une fourchette? Yannick n'en est pas à sa première partie de Mysterium, une sorte de Cluedo coopératif où les joueurs doivent s'entraider pour gagner. Depuis une dizaine d'années, il se passionne pour les jeux de société. Bonsoir. Salut, ça va? Bien et toi? Ça va. Je voulais te demander si tu avais un Horror Arkham en jeu de cartes. Il est en rupture actuellement chez Asmodée, donc non. Habitué de cette boutique spécialisée, Yannick a flashé sur 2 nouvelles boîtes. La saison 2 de Pandemic Legacy, car le jeu se détruit au cours de la partie, et le 3e et dernier volet de la saga médiévale fantastique Andorre. Ouais, enfin. Je craque assez souvent, c'est quand même quelque chose qui me passionne. Donc, il y en a, ça va être les DVD, d'autres les jeux vidéo. Moi, c'est les jeux de société. J'aime beaucoup comme ça. Et là, vous en avez pour combien pour ces 2 jeux? J'ai 10 ans dépensé sans compter. Je sais pas. Il a dépensé en tout plus d'une centaine d'euros. Des jeux de plateau très loin des classiques comme Monopoly ou Trivial Pursuit. Ici, les incontournables se déclinent en plusieurs versions. Comme vous avez les séries télé en fait, vous avez plusieurs saisons sur une série télé, et bon, vous créez le jeu avec le jeu pilote qui va être le jeu de base, et puis ensuite plein d'extensions différentes qui vont venir agrémenter le jeu de base. Et on a des jeux qui commencent vraiment, par exemple vous montriez Dominion. Dominion c'est un jeu aujourd'hui qui... on est sur un jeu de base ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 extensions et une que j'ai pas, donc 10 extensions déjà. Pour le même jeu, ce qui est déjà énorme. Et ça marche? Et ça fonctionne très très bien. Arrivé chez lui, à chaque ouverture, le même plaisir. Il y a quelque chose que j'aime bien faire quand j'ouvre un jeu, il y a un rituel. C'est sentir l'odeur en fait du neuf. C'est toujours un truc que je trouve ça sympa. C'est le nouveau jeu, c'est un peu comme ça, le retour un peu à l'enfance. Dans ce jeu de stratégie, de cohésion, l'univers élaboré est digne des romans d'heroic fantasy. C'est comme un livre. On commence à jouer, on lit la première carte qui nous dit, par exemple, le roi a eu un problème, quelque chose comme ça, il va falloir l'aider, et nous, on arrive entre nous, et on a nos personnages, il va falloir acheter du matériel, c'est un peu vraiment comme l'univers qu'on a du Seigneur des Anneaux. Plonger dans un autre monde est primordial. Yannick a une préférence, les univers futuristes et post-apocalyptiques. J'ai un jeu préféré qui s'appelle Anachronie, qui est ici. C'est un peu un retour vers le futur. On arrive à se donner des ressources en fait, de notre futur pour s'aider dans le présent. Certains de ces jeux sont créés grâce à un financement participatif, ce qui permet aux passionnés comme Yannick d'obtenir des versions en avant-première. Hey, salut mec. Ça va la forme? Ouais. Salut. La forme? Plus gros kit. Ils se retrouvent souvent entre amis autour de petits jeux d'ambiance. Thomas a fondé sa propre association de jeux à Reims et Aurélien, lui, a les cartes en main depuis peu, 2 ans seulement. Je vais la jouer directement. Je prends le dernier personnage. Merci. C'était au détour d'une balade, on est tombé sur une boutique. Et quand on est entré, on s'est dit, j'en connais aucun. On a toujours le souvenir du Monopoly, un peu de Pay, etc., des jeux d'antan.
Et on s'est rendu compte que c'était très différent, un nouvel univers, beaucoup de choses à apprendre, et une fois qu'on est tombé dedans, on est mordu. La partie de Mysterium se poursuit. Moi, je peux pas voter pour moi, j'avais mis sur les deux, du coup... Alors, attention. Donc là, je dois deviner le lieu. Non, l'objet, oui. Alors, il y a beaucoup de flammes. Il y a beaucoup de verre. Il y a beaucoup de verre. Il y a des sirènes, il y a un feu, ça doit être Poséidon sur un serpent de mer. Cette bande d'amis se retrouve souvent à la Malle d'Apolline, un barrageux rémois tenu par Nicolas. Plus tôt dans la journée, il a reçu un nouvel arrivage, un événement qu'il partage toujours sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on déballe tout ça. Panic Island. Alors ce petit jeu-là, en fait, on n'a pas arrêté de le vendre. Donc le retour de ce petit jeu qui cartonne bien. Hein. C'est un jeu un peu foufou, si vous vous rappelez bien, qui se joue en 2 minutes top chrono. Pour Nicolas, c'est une partie de Tetris qui commence dans les rayons. Il propose déjà 1600 références à acheter ou à tester sur place. Précurseur, Nicolas ouvre son premier café à Metz en 2007. Mais à l'époque, le concept a du mal à prendre. Il y a 2 ans, il s'installe à Reims et cette fois-ci, la malle fait très vite mouche. C'est la transformation qui est palpable ces dernières années. C'est que là, maintenant, les gens recherchent un lieu où on peut jouer. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec la Malle d'Apolline. Quand on est arrivé sur Reims, des gens sont venus spontanément, alors qu'ils ne connaissaient pas le concept. Et ils recherchaient en fait un endroit où jouer et retrouver d'autres personnes, faire autre chose. Nicolas a une autre casquette, celle de créateur. Pour son 2e projet, il a repensé Curse, un monde de pirates. Il conseille aussi Andy, un jeune qui veut lancer son premier jeu. Ils améliorent ensemble son prototype. Le fait que tu aies le tableau récapitulatif derrière, c'est génial parce que en fait, ils passaient leur temps à regarder la plaquette, à regarder à chaque fois. C'est pour ça que je t'avais mis 4. Là, franchement, c'est super fluide comme ça. Ça prend moins de place, ça te coûtera moins cher aussi. Tu arrives à faire la différence au niveau des matériaux? Pour là? Ouais. Ah oui, du coup, ouais, j'ai essayé de mettre un peu plus blanc comme on m'avait dit. Mais pour ces jeunes créateurs, le plus dur reste à faire, produire et commercialiser leur plateau. Ouais. Une vasque. Oula. Oula. T'en as 2. Un chevalier en armure avec une poule qui se noie dans un sablier. Un coffre. Bah oui, un coffre fort. Ou est-ce que c'est un rapport avec l'écriture? Mais si, chevalier, qui dit chevalier dit château, dit coffre. Vraiment coffre. Moi, je mets faux sur toi tout de suite. D'accord. Super la confiance, merci. Parce que le raisonnement ne tient pas du tout. Mais je mets oui sur le fer à repasser. Pions, cartes, sans oublier plateau et habillage de boîte. Dans l'Aube, l'entreprise Ferio Creek est l'une des rares à fabriquer encore en France toutes les pièces d'un jeu de société. On est spécialisé dans les petites séries parce qu'on est équipé pour faire les petites séries. Ça permet surtout de répondre rapidement. Et puis, bon, avec la concurrence asiatique ou des pays de l'Est, si c'est une grosse série et qu'il y a beaucoup de délais, on n'aura pas la commande. Si c'est 500 pièces ou 1000 pièces, il est préférable de les faire ici. Si c'est 20 000 pièces et qu'il n'y a qu'un mois de délai, ça sera fait ici aussi. Les frères Ferio reprennent dans les années 70 l'entreprise fondée par leur père. Ils font face à un marché concurrentiel et imprévisible. Pour le moment, leur carnet de commandes est rempli jusqu'en début d'année prochaine. Les fichiers devraient être prêts d'ici 2 semaines, donc à mon avis, ça va être un peu, ça va être un petit peu juste. Et c'est quelque chose que le client il veut avant fin décembre ou est-ce que non, il est d'accord pour passer après en janvier. En janvier. Beaucoup veulent développer des jeux de société. C'est à qui créera le nouveau Monopoly. Mais la réalité du marché est tout autre. Ils ont inventé un jeu, ils croient beaucoup à leur jeu, que ce soit pour les adultes, pour les enfants ou pour la famille. Après, nous, on essaye de les guider pour que le jeu soit fabriqué le mieux possible et qui ne coûte pas trop cher non plus. Ensuite, il y a peu de jeux qui réussissent. On n'a pas beaucoup de clients qui reviennent 1 an ou 2 ans après. Sur la trentaine de devis que l'entreprise émet chaque mois, tous n'aboutiront pas. Fantôme, est-ce que mon objet est la statuette de femme?
Oh, Le fantôme vient de me parler. Oula. Alors, c'est une poche avec des petits personnages dedans. Et le fantôme, c'est Maïté. Depuis toute petite, elle aime la stratégie et les casse-têtes. Habituée aux jeux de plateau, elle va tester pour la première fois un jeu en grandeur nature, l'Escape Game. Enfermées dans une panic room, ces jeunes femmes vont devoir résoudre des énigmes pour s'en sortir. Bah si, moi je trouve que... Regarde, c'est le même nom. Non, c'est celui sur le côté avant. C'est violent. Là, il y a pas de truc là-dedans. Bah, vas-y, viens, on fait un puzzle. C'est pas dans cette ordre. On galère un petit peu dans la nouvelle pièce, on a plein de chiffres de partout, plein de couleurs, mais on sait pas trop où on doit aller, ce qu'on doit faire, donc bon, on va voir si on demande de l'aide ou pas. Je peux pas l'avoir, je peux pas, je peux pas. Attends. Ah bah oui, ce sera mieux. Oh ouais. Bravo. Il y a encore des codes, sérieux. Elles n'ont pas réussi à s'évader à temps. Tout s'est joué à quelques secondes près. Et c'était stressant, oui, surtout. Oui, bah, comme on parlait le coup de la clé, oui, c'était vraiment très stressant. Ouais. Il y a des épreuves où tu te dis, oh là là, si je fais tout tomber, le temps. Voilà, il y a toujours le temps qui nous rappelle qu'il faut sortir. Enfin, il faut vraiment se mettre en conditions réelles, en fait. C'est là où je pense qu'on vit au mieux l'expérience. Il est sur le porte. Entre 500 et 600 personnes se frottent chaque semaine aux énigmes des différentes salles de cet escape game. Et la population qui joue le plus, c'est le 25-35. On est une population, puis on est une génération également où on a grandi avec les débuts d'Internet, avec les différentes consoles, et ça se rejoint énormément. On a beaucoup de gamers qui arrivent, et c'est notre génération à nous, quoi. C'est les générations 80-90 qui viennent justement se mettre de nombre. Ces médiums ont résolu leur enquête. Maïté a été assassinée par le postier dans le salon avec le coffre. La partie est maintenant terminée. Et pour nous aussi, c'est la fin de partie, mais n'arrêtons pas de jouer pour autant. Les psychologues sont unanimes. Petit, le jeu nous construit. Adulte, il est source d'énergie. Alors n'hésitez plus, jouez, amusez-vous. À très bientôt.